It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. And love and tradition of the grand design, some people say, is even harder to find. Well, then there must be some magic clue inside these gentle walls. 'Cause all I see is a tower of dreams, real love bursting out of every scene. As days go by, we're gonna fill our house with happiness. The moon may cry, but we'll smother the blues with tenderness. As days go by, there's room for you, room for me, for gentle hearts and opportunity. As days go by, it's the bigger love of the family. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonne année 2022 déjà. Déjà oui. Bonne année à vous. Voilà, à tous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pourquoi pour une nouvelle émission et on va faire nos top 3 respectifs des films qu'on a vus en 2021 qui sont sortis en 2021. Donc voilà, comment vous allez les gars? Ça va très bien. Ça va et toi? Ça va, pressé de faire le top ouais. Bah impatient ouais. OK. Et d'ailleurs ça tombe bien que tu parles puisque je pense que c'est toi qui va commencer par donner ton top 3 de l'année 2021 avec on commence direct. Avec une transition incroyable. On commence direct. Déjà, je fais une aparté. Est-ce que vous avez aimé le générique que j'ai mis très longtemps à faire déjà? Ah oui, alors c'est ça, donnez votre opinion. Petit générique, dites-nous votre avis sur le générique en fait. Est-ce que c'était bien? Est-ce que vous avez kiffé? Trop beau pull Damien. Déjà, il y avait de très bonnes réactions pendant la diffusion. T'as toujours plein de compliments sur tes vêtements, Damien. C'est quand même assez incroyable. J'aimerais bien connaître ton fournisseur de vêtements parce que tu fais beaucoup de jaloux. Hein. On a déjà 8 trop beaux génériques. Ça fait plaisir. C'est gentil. Ça fait plaisir. Réalisé par Damien, le Scorsese de Rennes 2. Donc, voilà. C'est notre monteur professionnel. Voilà, monteur, réalisateur, tout, acteur. Il y a intérêt à voir du James Bond. Écoute, je peux te dire déjà qu'il n'est pas dans le mien, malheureusement. Le spoil. C'est ça. Non, alors juste petit aparté, pourquoi on fait top 3? Parce que sinon, on aurait passé, je pense, 50 heures environ sur nos top respectifs. Donc on fait juste top 3, comme ça on a un peu le temps de parler de nos films, etc. Et puis comme ça aussi, si jamais on a des films en commun, on peut rebondir assez, pas longuement, mais on va dire... bonnement quoi, enfin on va pas non plus passer genre 30 secondes par film quoi, on peut un peu développer au moins. Ouais, bien sûr. Et puis même si on n'a pas vu les films, ça peut nous donner envie justement de voir les films si on les a pas vus justement. Les films qu'on a manqué l'année dernière. Et puis surtout il faut parler de vos films préférés. Bien sûr, n'hésitez pas dans les messages. On est très content d'avoir eu quelques réponses du coup sur la story sur Instagram. Ouais. Et du coup on répondra, on donnera nos avis succinctement à vos tops à vous. Si vous n'avez pas répondu, vous pouvez aller sur Insta, perdu dans l'écran et vous répondez, c'est dans la story. Exact. Non, on peut plus. Ah oui, c'est vrai, on peut plus répondre. On peut plus répondre. Ou alors envoyer un message privé. Donc, on peut plus répondre. Donc au pire, envoyez. Enfin, si ceux qui l'ont pas déjà fait, envoyez sur le chat directement de Twitch et puis on gardera les messages. Voilà. Donc n'hésitez pas du coup dans le chat à donner aussi votre top 3 et puis on peut aussi rebondir dessus, pourquoi pas. Si on a pas vu certains films. Totalement, parce qu'on n'a pas pu. Évidemment, vous vous doutez que je précise, c'est des tops subjectifs. Donc, ne dites pas vous avez pas vu tel film, machin et tout. Franchement, calmos. On n'a pas vu tous les films de toute façon qui sont sortis en 2021 parce qu'on a des cours et tout ça. Et puis, du coup, on n'a pas vu forcément tous les films. Donc, n'hésitez pas à vous dire des films. Par exemple, qu'on aurait oublié ou quoi machin, mais dites pas franchement c'est pas bien machin. Enfin, c'est subjectif. Hein. Parce qu'il y a aussi beaucoup de films qu'on a vus mais qu'on n'a pas forcément. En plus, qui ont eu beaucoup de succès en 2021. En plus, oui, totalement. Après, ça dépend. Donc voilà. Donc c'est à moi de commencer, c'est ça? S'il te plaît, sans t'ordonner, mais en t'ordonnant quand même. J'ai la pression. Là. Voilà. Donc on commence par le numéro 3 du coup. On commence par le numéro 3. Ouais. Oui. Donc. Dites-nous, juste avant de commencer les tops, dites-nous s'il y a des problèmes de son. Ouais. Oui. C'est parce que la dernière fois, on en a vu quelques-uns.
Et on aimerait bien que ça soit un peu notamment clean, problème de réverbération, donc vous pouvez nous dire s'il n'y a pas trop dites-nous, de... avant qu'on si ça commence résonne les pas tops, trop. là, histoire qu'on sera... Si on n'a pas l'impression d'être dans une grotte, en fait, ouais. je pense que ça devrait être bon. Ça saute de temps en temps. Ah, ouais. Ça saute de temps en temps. Tiens. Bon. Tout le monde regarde la régie, du coup. Ok. On va éteindre allumer les micros. Non, je confirme que ça saute. Ok. C'est bon, là j'ai rebranché. Ouais. Pareil. Et j'ai rallumé. Non, mais c'est bon. C'est le son qui saute ou c'est l'image? Ça doit être le son. hein. Ouais. Ok. Est-ce que là, ça marche mieux? Là, je suis en train de parler. gentil Je avec vais l'image. on va bientôt faire nos top 3. Rebrancher comme la box, exactement. C'est ça, ouais. Et je vois The Blue Arrow qui a mis son top 3, j'ai pris en note, on y reviendra dessus tout à On l'heure. rebondira dessus, marche. ouais. Ça marche. Ça saute encore, mais que pour un de vous. Et pour qui, Philmo? Pour qui? Alors, Qui est le coupable? ça saute pour qui? Un de vous, ça serait bien de dire lequel en fait. C'est ça, bon après c'est peut-être Ça pas une saute balance, toujours. c'est pour ça. C'est moi qui saute là? J'ai débranché. Débranché, tu vas voir là. Débranche-le. Petit con. Et ça grésille toujours pas mal. Ah là là là. C'est catastrophique. Je connais pas vos noms. Ouais, bah. C'est vraiment. Il y a eu le générique, hein, on a mis les noms dans le générique en plus. Fallait être là. Et les plantes, c'est l'idée de Alexandre, j'ai eu la petite question de tout à l'heure. Ah ouais? Ah c'est quelqu'un qui ça? Ouais, bah soit à moi. Voilà. Merci. L'anecdote. Anecdote légendaire. Il y en a qu'une, Ouais. mais Alors. pas du tout, qu'une avant. Non, il y en a deux. Bah, je sais pas, ouais, Je la connais deuxième. pas vos noms. Ah, il y a un nouveau venant. Filmo, je sais pas quoi. Je sais pas. Alexandre Grésy aussi, donc Eh ben, apparemment Alexandre, tu mon... Ok, je ferme ma gueule. Remettez le générique. Remettez le générique. Non, mais je comprends pas pourquoi. Est-ce que on vous n'a pouvez pas- dire dans le chat si Dites-nous. mon micro grésille encore? Non, on y va quand même. Est-ce que ça peut être de notre faute ou c'est de la... Oh, j'ai tapé le Est-ce que micro. c'est vraiment. Non, mais ça s'entend vraiment de ouf? C'est léger ou c'est vraiment Ok. supportable? Vous pouvez nous dire Genre, dans le chat. est-ce que c'est supportable? insupportable. Genre, C'est un petit crépitement, voilà tout. Parlez les uns après les autres, donc il faudrait qu'on évite de... Non, c'est pas grave. Là tu viens de parler en même temps que moi là, donc non. Bon, est-ce qu'on commence ou pas? Ouais, allez, le numéro 3 de Axel. Tu mets trop la pression là. C'est bon, ok, donc vous l'avez vu, le numéro 3, mon numéro 3 c'est Benedetta, réalisé par Paul Verhoeven, qui est sorti, si je me trompe pas, en juin ou juillet. Juillet. C'était pas en été. Ok, parce que j'ai pas pris de notes, donc ça va être un peu la Wolgen. A cappella. Voilà. Alors moi, j'avais vu avant de Paul Verhoeven, j'avais vu que Basic Instinct. Du coup, c'était le deuxième film que je regardais de Paul Verhoeven. Alors j'étais un peu du coup habitué au côté sulfureux et tout, forcément avec Basic Instinct. Du coup là dans Benedetta c'est encore le cas, un peu moins que dans Basic Instinct, mais ce qui est hyper intéressant et pourquoi je l'ai mis en top 3, c'est parce que c'était une des premières fois où je voyais un film sur la religion traité de cette manière-là. C'est-à-dire que il y a un peu un côté, il y a presque un côté kitsch en fait quand on regarde Benedetta. C'est fait exprès en fait parce que ça critique la religion et en même temps le personnage. Alors il y a, je dis parce que j'ai pas dit le casting, il y a Virginie Efira, il y a Charlotte Rampling, il y a plein d'autres acteurs hyper connus, acteurs français du coup parce que film qui a été tourné en France. Je crois qu'il y a une coproduction européenne, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et du coup, voilà. Et en fait, ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup, ce côté-là de la religion, traité de cette manière-là, moi, je n'avais jamais vu ça, en fait. Et les acteurs sont excellents. Il y a un propos, en fait, ça parle, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la connexion. Putain, bon, excusez-nous s'il y a une baisse de son ou s'il y a une baisse de qualité, c'est vraiment, on peut pas faire autrement, c'est connexion. Donc je continue. C'est vraiment chaud. Il faut un mec qui écrit les sous-titres comme le discours de Macron. Putain. Oh là là, putain. C'est quoi? C'est la connexion en fait là, c'est pas possible.
C'est la connexion. Oula, la connexion, ouais. Et on peut passer sur connexion de téléphone éventuellement, comme la dernière fois. Ça serait peut-être plus pratique. Putain, j'ai aucun charisme. On a quand même une très très bonne co, hein. Logiquement, on est quand même pas mal. Ah ouais, là, non, mais bon. Comment ça, on a perdu le live? Faut Il y a un relancer problème le parce live. qu'on a une co ouf là. Là, la Wi-Fi de la fac, c'est exceptionnel. T'es maths, merde. Je fais les tests. On est On peut pas. Gwendal, pire, tu veux pas que je fasse un partage de coups, ça va être plus simple. On relance le live de toute façon là. Alors. Pas la peine. Ok, à tout à l'heure. On relance le live. On relance tout à l'heure. On relance le live tout de suite. Ne partez pas. Désolé, c'était pas notre ressort. Ah, C'est bon? Ok, à tous, on a eu des petits problèmes de son, de connexion, c'était très chiant, maintenant on est de retour. Ok, donc c'est carré, dites-nous bien si c'est carré, normalement c'est bon. Voilà. Puis le mot qui a kiffé le générique, ça fait plaisir. Voilà. Merci. Effectivement. Du coup, je vais reprendre directement où j'étais rendu. Donc en top 3, j'avais Benedetta, réalisé par Paul Verhoeven. Du coup, ce qui était hyper intéressant, du coup, à part le côté religieux, etc., c'était, pour terminer avec ça, c'était le côté, en fait, un peu mise en abîme du cinéma, dans le sens où le personnage de Virginie Efira, on sait jamais trop sur quel pied danser, entre le fait que est-ce que elle a vraiment des visions de Dieu, ou est-ce qu'en fait elle bluffe tout le monde et elle se fout de la gueule de tout le monde. Mais est-ce que tu peux nous parler un peu de l'histoire histoire de alors franchement, ça fait tellement plusieurs mois que je l'ai vu, je me souviens. Enfin, en fait, c'est le personnage de Virginie Efira qui arrive dans une église, non dans une église pour se faire en fait pour devenir comment t'appelles ça ? Nonne, exactement. C'est ça, ouais. Et ce qui fait que alors c'est une nonne lesbienne. Ah, donc, il y a une histoire d'amour. C'est rare ça. Ça marche ou quoi là? Ok. Non, parce que ça perturbe. Et du coup, par le biais de cette histoire d'amour là, en fait, avec une autre fille jouée par, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est pas grave. Dites-le dans le chat si vous savez. Non, mais l'histoire d'amour, donc il y a le côté sulfuré évidemment de Paul Verhoeven, donc c'est très sensuel, ça joue sur le toucher, etc. Ouais. Et en fait, elle va en quelque sorte briser plein de règles qui normalement sont pas possibles quand t'es là. Ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, c'est très intéressant à ce niveau-là. Encore une fois, la critique de la religion, etc. Et surtout le fait que le plus important dans le film, c'est de savoir en fait si elle va commencer à avoir des visions du Christ, etc. Et est-ce qu'elle a vraiment ces visions-là, un peu kitsch en fait, que tu vois dans le film? D'accord, donc c'est sur la forme de rêve. C'est une forme de rêve et elle est à moitié possédée. Comment c'est réalisé du coup les trucs de rêve? Il y a un style de réalisation un peu différent ou c'est Bah en fait c'est quasiment pur turbo kitsch quasiment. Ok, ouais. Et mais c'est fait exprès. Bah par exemple à un moment donné elle va avoir il y a une scène avec un serpent. Ouais. Qui me semble représente à moitié l'idée du Christ. Oui, c'est ça. Par rapport c'est le serpent et tout, ça vient de Adam et Ève. Voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait à un moment donné le serpent est tellement kitsch que c'est fait exprès en fait. Ah oui, d'accord, ok. Et donc il y a des côtés comme ça et en fait tu ne sais jamais jusqu'à la fin du film si elle ment ou si elle dit la vérité en fait. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est comme la mise en scène normalement dans un film est censé, moi je pars du principe que si la mise en scène te ment et te fait croire quelque chose, c'est que le film a réussi son but quoi. Et dans ce film là c'est tellement, en fait tu peux pas émettre de théorie limite, tu sais pas. Et c'est ce qui est vachement bien. C'est un peu laissé libre à l'interprétation du spectateur. Et c'est ça. C'est un film à multiples interprétations, multiples degrés de lecture, etc. Donc c'est hyper intéressant. Donc si vous n'avez pas, en plus il est sorti en Blu-ray, donc si vous l'avez pas rattrapez Benedetta, c'est un objet de cinéma je trouve absolument fascinant, c'est excellent. Du coup, voilà pour le numéro 3. Je vais passer au numéro 2 du coup. Ok. Qui s'appelle Orange. Qui s'appelle Orange Sanguine. Donc c'est une comédie qui est sortie en fin d'année, en décembre novembre, je sais plus. Je crois que c'est en novembre. Novembre, ouais. Comédie qui est sortie en novembre, réalisée par le chef de la troupe de théâtre des Chiens de Navarre. Jean-Christophe Meurice. Voilà, Jean-Christophe Meurice. En gros, c'est plusieurs. Alors le film, je vais en parler très rapidement parce que c'est simple. C'est 3 histoires qui s'interposent, qui, on va dire, s'intermêlent entre elles. T'en as une, c'est un couple de retraités qui est endetté. Une autre, c'est une jeune fille qui se prépare à ne plus être vierge.
Et une autre qui est la troisième, c'est quoi déjà? Le ministre de l'économie qui est pris dans une affaire de fraude. Voilà, exactement. Et en fait, ces 3 histoires-là vont s'intermêler petit à petit. Et en fait, ce que j'ai adoré dans le film, c'est que ça commence, en fait, si tu veux, dans une comédie qui joue un peu sur les gags, mais pas vraiment, avec en même temps des vraies scènes où je pense qu'il y a des moments improvisés dans le film. D'accord. Je suis quasiment sûr. Et en fait, ça va monter petit à petit, vraiment en flèche, en intensité, et ça va se transformer. Pour moi, c'est une comédie qui se transforme en film d'horreur. Quasiment. D'accord. Et c'est un petit peu mélange des genres du coup. Ouais, voilà, c'est un exactement peu à la ça. Bong Joon-ho comme dans Parasite, ça fait un alors oui, mais pas exactement pareil. D'accord. Et en fait, c'est en général ce film-là, les avis, soit on déteste, soit on adore. Moi, j'ai adoré. Et ça a été quasiment, parce que mon numéro 1, je l'ai pas vu au cinéma, mais j'en parlerai après. C'était quasiment ma meilleure expérience de cinéma de l'année. Donc que quand je suis allé en salle, c'est-à-dire que. Est-ce que t'as beaucoup rigolé du coup? Les gens rigolaient beaucoup du coup. Alors ouais, non mais tout le monde rigolait. Et ce qui était hyper impressionnant, c'est qu'à un moment donné, vers la fin, on va dire les 20-30 dernières minutes, il se passe des scènes que tu peux, en fait, je pense, les personnages font des choses qui sont interdites par la Convention de Genève. Je ne dirais pas ce que c'est. Et le truc, c'est que moi, je m'y attendais tellement pas que j'étais en même temps en train de rire et en même temps en train de regarder autour de moi, en train de me dire, mais punaise, j'espère que les gens vont pas me prendre pour un fou, parce que ce qui se passait à l'écran, ça provoque un malaise, mais un rire presque. C'est même pas un rire jaune, c'est quelque chose de. Ça va tellement trop loin que t'en rigoles, et en même temps ça dit tellement de choses sur notre société et tout, parce qu'en gros tu peux donner un exemple peut-être de scène ou... ou c'est du spoil là. Non, c'est du spoil. C'est quoi comme blague? C'est des gags visuels? Alors t'as de tout. En fait, le truc c'est qu'au début ça joue beaucoup sur le phrasé, la parole, et en fait je trouve que plus le film avance et plus alors c'est pas vraiment des gags visuels, mais c'est des situations qui sont complètement improbables, mais qui peuvent totalement arriver dans la vraie vie, et c'est plus visuel qu'autre chose en fait. Ça joue pas trop sur la parole, même si il y a un travail sur le texte qui est incroyable. Et du coup, pour finir sur Orange Sanguine vite fait, ce que j'ai adoré, c'est le message du film, qui en gros, c'est un peu, ça prend un peu la température de notre société actuelle, on en a marre des politiques, c'est limite si quand on est en train de regarder un mec débattre, on a envie de le frapper quoi, genre littéralement. Et en fait le film te dit, tu veux voir à quel point si jamais notre société elle dégringole et qu'on veut faire du mal à des gens comme ça, à des politiques comme ça, et qu'on veut partir très très loin, je dirais pas ce qui se passe, regarde ce que ça te fait toi spectateur, de voir ce mec là se faire pourrir, mais à un point, vous imaginez même pas ce qui se passe, mais se faire pourrir d'une manière dégueulasse, pour pas dire autre chose. Et en fait, toi, ça te met dans un malaise, te dire putain, mais ça se trouve, ça peut arriver des choses comme ça, quoi. Donc, et c'est vraiment hyper intéressant. Ça, c'est par rapport du coup à l'histoire avec le ministre, voilà. C'est ça c'est principalement. Okay. Et il y a tout, il y a plein de situations qui sont tellement drôles, tellement déjantées. C'est excellent, c'est vraiment super. Et est-ce que du coup le film est découpé en 3 parties avec vraiment, ou est-ce que les personnages des 3 c'est-à-dire que est-ce que les personnages se rencontrent, alors certains oui, d'accord, certains oui, et c'est pour ça que c'est intéressant, c'est pas que c'est à la fin du coup, ou c'est pendant tout le film plus ça avance et plus ils s'intermêlent en fait. Ok, d'accord, ça marche. Voilà. C'est pas juste à la fin ils se rencontrent tous par hasard. Non, c'est pas. Non, mais ce qui est hyper impressionnant en fait, c'est que à quel point les situations improbables en fait, mais des situations qui peuvent arriver dans la vraie vie. Aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des choses dans ce film-là qui peuvent arriver. Et le truc, c'est que c'est impressionnant à quel point ça vise un point de vue du réel en fait qui se passe en France dans notre société actuelle, qui est hyper c'est nihiliste de ouf, c'est-à-dire que bon, quand tu ressors du film, ok, t'as bien rigolé, mais concrètement, je sais pas, toi tu l'as vu, concrètement, ça fait pas non plus, ça fait hyper rire, mais c'est très nihiliste quoi. C'est clairement on est dans la merde. Ouais, c'était plutôt, moi j'ai trouvé, moi au contraire j'ai trouvé que Jean-Christophe Meurist il montrait un peu l'espoir d'une France plus juste. Ouais, peut-être. Oui, je vois ce que tu veux dire. Parce qu'en fait, j'avais vu je dis ça parce qu'en fait j'avais vu une autre affiche du film. Alors l'affiche du film, c'est le personnage du ministre de l'économie qui a une tomate. C'est ça. Qui a une orange sur la gueule. Une orange sur la gueule, ouais. Une orange sur la gueule. Et ben il y a une autre affiche. Et ben il y a une autre affiche où en fait on voit une main qui presse une moitié d'orange sanguine de manière à ce que ça forme la France. C'est ça. Et il y a une phrase d'accroche en haut qui est pour une France plus juste.
Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est un peu l'espoir. Du coup, l'orange sanguine, le titre, ça symbolise quoi du coup par rapport au film? Alors en vrai, j'ai pas fait. À vrai dire, moi j'ai. C'est vrai que le titre. Il y a pas trop. En vrai, il y a pas. Quand j'ai vu le titre, j'ai vu le film, j'ai dit ah ouais, ça a rien à voir en fait. Orange sanguine. Pour moi, ça fait film d'horreur un peu. Bah non, mais à la fin, pour moi, c'est presque un film d'horreur. C'est-à-dire qu'il y a des scènes, même si tu rigoles, c'est malaisant. Purement malaisant. D'accord, donc c'est un peu de l'humour. Mais c'est le but. Un peu noir, mais d'une noirceur, mais t'imagines même pas, c'est horrible quoi. Une noirceur. Et enfin bref, et du coup c'est excellent, c'est super. Moi j'ai eu la chance de le voir en salle et je trouve que le voir en salle, je pense que pour le coup c'est un film à voir en salle parce que la réaction des gens autour influe beaucoup sur ta vision du truc et tout, et même que genre moi je crois qu'au bout de, avant les 20-30 dernières minutes du film, il y a 2-3 personnes qui sont sorties de la salle tellement c'était insoutenable quoi. Bref. Et d'ailleurs, au passage, si tu as aimé ce film, j'avais vu il y a quelques jours justement Apnée, le premier film de Jean-Christophe Maurice, avec les chiens de Navarre. Okay. Et ça aussi, c'est très drôle. Okay, c'est un trio de personnages constitués des chiens de Navarre qui sont toujours ensemble. Et en fait, le dire du truc, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à s'adapter à notre société. Donc du coup, ils partent se retirer. Et voilà, c'est complètement excentrique. Je pense que tu vas bien aimer. Ok. D'ailleurs, Jean-Christophe Maurice, il y a Blanche Gardin qui joue dans Orange Sanguine. Oui, il y a Blanche Gardin qui fait une scène. Mais hilarante. Elle joue pas un rôle de gynécologue? Oui, elle joue une. On m'a parlé de cette scène, elle paraît qu'elle est culte cette scène. C'est incroyable. Non, c'est fou. Donc voilà, je finis sur Orange Sanguine, c'était excellent. Voilà. Je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai oublié des trucs? Non. T'as pas des messages par rapport à Orange Sanguine? Alors est-ce que oui on a quelques réactions dans le chat par rapport à Orange Sanguine. Donc on a des gens qui confirment que c'est très drôle. Alors Alexandre Tirali Téméradique, cela dit, il s'est fait dépasser dans mon top. Et qui ajoute, plutôt d'accord, malgré ses caricatures et cet humour très noir, il y a une volonté de faire passer un message d'espoir. Donc plutôt d'accord avec l'avis de Mathéo. Ouais. Donc c'est tout le monde est d'accord. Et aussi dans Orange Sanguine, Denis Podalides qui joue le supérieur du personnage du ministre de l'économie. Lui aussi, il est très drôle avec toujours son jeu. Ouais, c'est vrai. Et aussi, il y a Jean-Christophe Maurice aussi qui joue dans la série de Blanche Gardin, La meilleure version de moi-même, qui est sortie il y a quelques mois sur Canal+, que j'ai vu et qui est très cool. Et voilà, il fait une apparition en tant que beau-frère de Blanche Gardin. Voilà, ça aussi c'est très drôle. Ok, voilà. Bon, on va pas non plus passer 3 heures. Donc Orange Sanguine. Non, mais parce que je me disais, ça fait quand même un peu, voilà. Ouais, non mais t'inquiète. Donc ensuite, on va finir par le numéro 1, La loi de Téhéran, qui est un film iranien réalisé par. Je vais pas prononcer le nom du réalisateur sous peine de l'écorcher. Honnêtement, du coup, alors La loi de Téhéran, qui est sorti, si je dis pas de bêtises, cet été. Enfin, le dernier été. Tu peux la date très précise, s'il te plaît? Non. Donc, La loi de Téhéran, c'est quoi le pitch? Donc, c'est un film iranien qui a fait un énorme succès en plus. Alors, c'est l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma iranien. Ouais. Donc, voilà. Et alors, le pitch, c'est en gros, ça te. Prenez partie du principe que, alors moi je connaissais pas du tout comment ça se passait la société en Iran, etc. Au niveau de la police, parce que c'est un polar, faut le préciser aussi. Et en fait, ça, dites-vous qu'il y a un pourcentage très 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 élevé. Dites-vous que chaque personne en fait en Iran, c'est comme si ils connaissaient une autre personne qui avait, dans chaque famille, c'est comme s'il y avait une personne au moins qui consommait du crack. Et en fait, le truc, c'est que ça raconte quoi? Donc, on suit un policier, premièrement, qui fait partie de la brigade criminelle anti-drogue, tout ça, machin, et qui, en gros, du coup, surveille et s'occupe de ces cas-là, en fait, parce qu'il faut savoir que peu importe si vous avez 1 gramme, 1 demi-gramme, n'importe quoi, ou 1 tonne de crack, c'est la peine de mort. Ah oui, c'est chaud. C'est la peine de mort. Et ça se passe dans l'Iran contemporaine d'aujourd'hui? Oui, aujourd'hui. Ah oui. C'est pour ça que c'est hyper intéressant. Ah oui, d'accord. Et du coup, en fait, ce qui est, alors sauf évidemment si je crois qu'il y a un délai de 24 ou 48 heures si vous arrivez à dire lequel vous a fougué le crack. Ah oui, d'accord, genre dire. Voilà. Mais il y a vraiment un délai et tout. Et c'est pour ça que c'est hyper haletant. Donc le film dure 2h15, il me semble, quelque chose comme ça. Et en fait, donc on va suivre ce policier là qui va un jour trouver quelqu'un, donc un drogué en fait qui détient du crack, etc., qui cherche en fait depuis super longtemps, et donc il l'a trouvé, ça y est. Et en fait le film est d'une cruauté, c'est pour ça qu'en fait je l'ai mis en numéro 1, c'est qu'en fait j'avais jamais vu un sujet comme ça traité de cette manière là, c'est à dire que on va suivre
non seulement le policier, mais on va suivre petit à petit, de plus en plus, on va s'attacher au mec qui détient le crack. Et donc c'est un film qui va jongler avec tous les genres, c'est-à-dire que ça commence sur un film d'action, ça va finir sur un film carcéral, ça va faire du polar, du drame, ça va questionner la justice et tout, ça va faire de tout. D'ailleurs le film commence par une course-poursuite à pied, mais incroyable, genre j'avais jamais vu ça. Et donc en gros, je vous révèle pas ce qui se passe à la fin, mais globalement, même si moi, en fait, tu t'y attends à ce qui se passe à la fin. C'est hyper surprenant du fait que ça va jusqu'au bout de sa démarche et c'est d'une cruauté, enfin j'ai rarement vu ça quoi. Et en gros donc c'est un peu la relation entre ce policier là qui utilise des méthodes affreuses pour enfermer ces criminels et tout, et donc celui qui détient la drogue auquel tu vas t'attacher mine de rien, mais qui en même temps est un peu du côté du mal, donc tu vois, c'est en fait il n'y a pas de blanc ou noir, Oui, tout est gris. ça, ouais, d'accord, ok. Tous les personnages sont hyper bien développés. Il y a Pas manichéen, ouais. une réalisation qui est très, c'est très proche des corps. On suit vraiment les personnages et tout. Donc à ce niveau-là, c'est vraiment, c'est super bien fait. C'est super immersif. Je pense que dans une salle de cinéma, c'est un film encore une fois à voir en salle de cinéma. Moi, j'ai pas pu le. Il est pas sorti au cinéma? Si, il est sorti au cinéma. Et il est même devait être passé... au cinéma Arvor. Il est même passé il y a quelques jours dans le cinéma Arvor dans le cadre du festival. Oui, il est repassé. Télérama, Ouais. Mais malheureusement, il passait genre en début d'après-midi. On avait cours c'est malheureusement, ça. donc C'est ça. dommage. Et du coup, et pour la petite anecdote, William Friedkin a dit que c'était un des meilleurs polars qu'il avait jamais vu. Donc voilà, si vous Et il voulez. s'y connaît un petit Alors, peu en il a polar, été- parce qu'il a quand même fait French Connection, donc Ouais, il ouais, s'y voilà. connaît un petit peu. Justement, il y a des petits parallèles, je pense, que tu peux faire avec French oui. Connection et tout. Et alors, il a été vendu comme le Sicario un peu en Iran, mais c'est pas du tout ça. Hein. Faut pas se fier à la promo qu'il a eu parce que ça le vendait un peu mal, je trouve. Parce que c'est totalement autre chose. Hein. Vraiment, c'est hyper. Vas-y. Après, j'ai vu une autre critique qui disait que c'était French Connection en Iran. Ouais, alors c'est pareil, je pense pas que tu peux. Alors, il y a quelques parallèles, je pense que tu peux faire, notamment, ils ont parlé de la course-poursuite au début, qui ressemblait beaucoup à une course-poursuite de French Connection. Et, mais c'est pas. Enfin. Il n'y a pas que ça. Enfin, ça. Pour moi, ça va beaucoup plus loin et tout. Ça questionne, encore une fois, ça jongle entre plein de genres, et c'est ça que j'ai bien aimé. Et il y a une manière aussi, je vais finir avec ça, de filmer la foule en prison. Parce qu'en prison, dites-vous, ça c'est hyper impressionnant, je ne savais pas que c'était comme ça. Quand ils enferment les gens dans la même cellule, on va dire que la cellule, elle fait, la cellule, elle fait la taille de la salle. Là. Okay. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Et petit à petit, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit, ça continue, ça continue, ça continue. Et en fait, la foule, en fait, si tu veux, qui représente à la fin à un moment donné, ils ouvrent les portes des cellules et tu vois tout le monde, toute la foule qui se précipite au même endroit. C'est hyper impressionnant et ça fait froid dans le dos quoi. Tu te dis putain c'est vraiment comme ça et tout. Et genre c'est limite, tu vois, si dans cette salle là on était je sais pas 50 quoi. Voire 60, 70, mais vraiment c'est hyper impressionnant. Et du coup voilà. Ça, et puis en même temps ça symbolise un petit peu le nombre de gens qui prennent du crack en Iran, comme quoi ils sont hyper nombreux et comme quoi à un moment donné ça s'entasse. Et dans les cellules de prison c'est totalement ça quoi. Okay. Donc t'as un top 3 hyper sombre. Ouais, c'est très joyeux, c'est très joyeux vraiment. D'ailleurs, The Blue Arrow nous dit Axel, il aime la cruauté, vous avez remarqué? C'est ça, ouais. Voilà, ça c'est son côté pessimiste, nihiliste. Non, mais Orange Sanguine c'est super marrant, hein. Et pas non plus, même si voilà. Mais donc voilà pour mon top 3. On passe à Mathéo. Et donc donc on va passer à moi. Alors personnellement, sachez que j'ai trouvé que 2021 ça a été vraiment une bonne année, une très bonne année de cinéma pour moi. Où j'ai eu beaucoup de coups de cœur. D'ailleurs, je peux. D'ailleurs, si ça vous dérange pas, je peux en dire. Vas-y. Oui. Bah, bien sûr. Personnellement, cette année, j'avais beaucoup aimé Titane. C'était la fin de ma carrière. Salut à tous. Hop. adieu Mathéo. Merci. Ouais. Du coup, toi Damien. Titane, moi j'ai bien aimé Titane. Je l'ai vu. J'ai bien aimé le détester parce que c'est hyper désagréable à regarder en fait. Ouais. C'est fait exprès dans les images. Oui, je vois ce que tu veux trash. dire. Et ça a marché parce que c'était le but du film, donc c'est pour ça que j'ai bien aimé. On parlait avec Axel, je crois, je sais plus quand, hier, de Irréversible, et justement parfois dans la violence, ça va aussi un peu au bout, notamment la scène dans l'appartement où elle tue tous les gens qui habitent dans cette grande maison. Mais après, certains ont dit comme c'est un peu de l'année à Palme d'Or. Justement, on va ça y revenir. provoque. Reviens-y. Non, je déconne.
Alors ensuite, il y avait Petite Maman de Céline Sciamma que j'avais également beaucoup aimé, qui m'avait profondément ému, genre au bord des larmes tout le long du film. D'accord, ça j'ai pas vu. Gagarine, super film français qui traite la banlieue sous l'angle du réalisme magique. J'ai hyper envie de le voir. Ouais, très poétique. Belle de Mamoru Soda, j'en avais déjà parlé. Je l'ai vu et très bon film, ouais. The Mortuary, excellente comédie d'horreur que j'ai pu voir au début de l'année. Drive My Car de Ryusuke Hamaguchi, qui est un excellent drame psychologique. Nous fais pas toute ta liste de 2021, s'il te plaît. Je vois, t'as là les films là. Ensuite, t'inquiète. On a Anthony Fian qui va parler de Drive My Car. Ensuite, Orange Sanguine. Évidemment, voilà. Le genou d'Aed de Nadav Lapid, qui pour moi commence à devenir vraiment un très bon réalisateur. Un réalisateur israélien, c'est ça? Israélien, ouais. Ensuite, alors, Bad Luck Banging or Looney Porn. Ah oui, j'ai entendu parler de ce film. Alors qui est un film roumain, alors que toi déjà tu trouvais que Orange Sanguine c'était un peu voilà, mais Bad Luck Banging or Looney Porn, je te l'avais déjà dit, tu aurais sauté au plafond tant ce film il respecte absolument rien, c'est un gros coup de poing contre. Il était au programme du cinéma roumain là, de Fian. Oui, il en avait parlé. Il en avait parlé, ouais. C'est de qui déjà le réalisateur Radu Jude. C'est ça, voilà. C'est un gros coup de poing contre la société conservatrice de la Roumanie. Vraiment, c'est un film qui parle personne. C'est vraiment une explosion d'audace. C'est la foire à la saucisse. C'est l'histoire d'une. Enfin, c'est juste pour. C'est bien l'histoire, c'est ça, d'une femme. Ils ont une sextape d'elle, c'est ça. Une institutrice qui a fait une sextape et qui se retrouve postée sur Internet et qui va devoir se défendre face à ça. Et également la meilleure fin du monde. C'est la meilleure fin que j'ai jamais vue dans un film. C'est parfait, il n'y a rien à dire. Ouais, voilà. Ensuite, Le Kiosque, un documentaire. C'était au Tambour, ça. Le Kiosque, ouais, qui avait été diffusé au Ciné Tambour, ouais, notre cinéma à Rennes 2, ouais. Que j'avais beaucoup aimé. The Card Counter. On va pas en parler du coup. Enfin, non, je vais dire. T'inverses pas, genre faut passer. C'est ça, genre, vas-y. Ok, je fais ma gueule. À l'abordage de Guillaume Braque, First Cow de Kelly Reichardt. Très beau film. Luca de Pixar et enfin Sound of Metal. Voilà. Tous ces films, j'avais. On va peut-être y revenir à Sound of Metal, mais peut-être Ouais, c'est bon. Tous ces films, j'ai beaucoup aimé. Voilà, je vous les recommande tous. Et donc, tout d'abord, on va commencer. Que le dernier. Donc, mon top 3, on le commence avec Onoda. Alors, c'est un film. Alors, donc je vous avais dit dans un premier live que j'ai pu partir au Festival de Cannes cet été. Et j'ai dû sacrifier le visionnage de ce film où il avait fait l'ouverture de la section Un certain regard, où il est reparti sans prix, bredouille. Et c'est bien dommage parce que c'est un film un film que j'ai trouvé vraiment très beau. En fait, dans ce film, Arthur Anari, le réalisateur, qui avait fait un film noir avant, dont j'ai oublié le titre, nous propose en fait de découvrir l'histoire vraie de Onoda, un soldat japonais qui n'a jamais cru en la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui restera dans la jungle, dans une île philippine, pendant une trentaine d'années, je crois, à attendre l'ennemi. Et donc, en fait, Arthur Anari a fait cette histoire une véritable épopée de 2h45 dans la jungle, grâce à une super musique et une interprétation exceptionnelle, notamment Yuya Endo, qui joue Hiro Onoda, et qui est vraiment magnifique dans son rôle. 2h45 qui en plus passe vraiment comme une lettre à la poste, c'est jamais trop long. C'est notamment grâce à une superbe réalisation et l'instauration d'une lente ambiance très, très silencieuse et délicate. Parce qu'en fait, j'ai surtout vu ce film comme un drame humain, vraiment un drame humain plutôt vraiment poignant. On s'attache vraiment au personnage de Onoda et à sa survie dans la jungle, car c'est vraiment raconté avec beaucoup d'humanité et d'empathie. Voilà, donc et en plus il est nommé au César en ce moment, donc on espère qu'il repartira au moins avec un prix, voilà. Et du coup, c'est un très beau film, je suis d'accord avec toi. Par rapport à ce film, j'ai entendu dire que le réalisateur, donc c'est un Français, c'est bien ça ? Ouais, c'est un Français. Et je sais plus, j'ai vu une interview, je sais plus qui, de gens qui disaient que malgré le fait qu'il soit français, il a vraiment fait un film japonais en fait. C'est-à-dire que je crois qu'il a fait énormément de recherches et tout, et le film est intégralement tourné en japonais. Ouais, intégralement tourné en japonais. Même, des Japonais se disaient que waouh, mais en fait le mec, il est sorti au Japon. C'est pas du tout un film de Français qui fait un film au Japon, genre un film de touriste, mais vraiment un film où
où il y a beaucoup de réalisme. Et du coup, c'est tout le film, enfin la majorité du film, c'est vraiment juste l'acteur principal. On voit que lui. Ah, non. Non, ah d'accord, ok. Non, on voit ses camarades, voilà, leur arrivée dans la jungle philippine. Également des flashbacks de son passé. Ouais. Ouais, en même temps, c'est un peu ça. Il y a 11h08, hein, faut vraiment. Ouais, voilà. Alors, voilà, numéro 2. Pour dire que c'est génial. Ou plutôt numéro 1, ex aequo. Ah oui, c'est vrai. Alors de numéro 1, alors que j'ai pas mis par hasard, c'est notamment pour leur fantaisie un peu audacieuse. Tu peux répéter le titre peut-être? Attends, je vais finir. Ok, excuse. Pour leur fantaisie un peu audacieuse qui viennent un peu transcender la réalité, qui m'avait beaucoup touché. Donc tout d'abord, les 2 films, Annette de Léos Carax et Memoria de Happy Chatpong Weraseta Cool. Alors tout d'abord, Annette marque le retour de Léos Carax, du français Léos Carax, 9 ans après Holy Motors. Donc si vous ne le connaissez pas, c'est un réalisateur qui se caractérise par son audace visuelle et la création d'univers poétiques, comme dans le très ambitieux Les Amants du Pont-Neuf, qui était sorti en 1990, avec Juliette Binoche et l'acteur fétiche de Léos Carax, Denis Lavant, grand acteur français que vous devez connaître absolument. Et donc, pour son retour, il s'est associé avec le groupe de rock Sparks, qui signe le scénario de son film, une histoire tragique de célébrité et de décadence, de déchéance, avec Adam Driver, Marion Cotillard et Simon Helberg, traité sous l'angle de la comédie musicale. Alors, ce que j'ai vraiment adoré avec ce film, c'est à quel point Léos Carax a réussi à donner un traitement très épique à une histoire pourtant simple qu'on a déjà vue de déchéance et d'exploitation. Notamment grâce à des musiques absolument excellentes et des acteurs tout aussi magnifiques, notamment Adam Driver en tête, qui est vraiment magnifique dans son rôle de père qui exploite sa fille. J'ai aussi aimé le traitement un peu autour, visuellement, notamment autour des décors, et aussi des trucs, notamment le fait que Annette n'est pas une vraie fille, mais une poupée. Voilà, vraiment une marionnette. C'est vrai que ça c'est tout à fait assumé, ça je trouve ça très original parce qu'ils ont utilisé une marionnette, je crois, et c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, mais en vrai c'est super original. Ça représente quoi, la marionnette? Bah en fait parce qu'en fait ils ont une fille, Marion Cotillard et Adam Driver. Ouais mais j'ai vu le film, mais je vois pas pourquoi ils ont pris. Parce qu'ils ont une enfant qui du coup est un peu spéciale. C'est un peu... Elle se fait un peu manipuler. En fait, ensuite, elle se fait manipuler et ils utilisent justement ça. Après, c'est pas du tout expliqué pourquoi leur fille est spéciale, pourquoi elle est comme ça. À aucun moment, c'est expliqué. Parce ils sont contents parce qu'elle a un don. Ça, tu vois. Parce le film, il est un petit peu surréaliste par moment. Parce qu'en fait, Annette, elle a le don d'avoir une voix absolument magnifique. C'est ça, ouais. Oui, c'est vrai. Et donc voilà, son père va peu à peu l'exploiter. Et voilà, c'est absolument magnifique. Déjà, dès l'introduction, on est absolument lancé. Où c'est Léos Carax lui-même qui nous introduit, qui nous prépare à ce qu'on va voir. Et les acteurs, alors pas dans leur rôle, mais vraiment les acteurs et le groupe Sparks. Qu'on voit au début, Ouais, qui viennent nous chanter dans un plan séquence la première chanson, So May We Start, qui est absolument géniale. Et donc voilà, j'ai vraiment adoré la mise en scène du film. D'ailleurs, je trouve que le prix de la mise en scène qu'il a remporté au Festival de Cannes est absolument mérité. Tout à fait mérité, mais c'est toute la direction artistique du film et puis la lumière, toute la photographie avec des couleurs très saturées. Ça déborde d'idées. C'est magnifique. C'est magnifique à voir. Lubna est dit comme une poupée parce qu'elle est manipulable. Ouais, tout à fait. C'est ça, ouais. Et donc voilà pour Annette. Et donc du coup, mon deuxième, Memoria. Alors là, je vais faire vite. J'avais déjà parlé de ce film. Ouais. J'en ai déjà dit beaucoup de bien. C'était un beau voyage sensoriel que propose le réalisateur thaïlandais Happy Chatpong Weraseta Cool, qui nous montre une expatriée en Colombie, génialement interprétée par Tilda Swinton, et en même temps qui a vraiment un grand charisme à l'écran. En même temps, vous me direz, c'est pas compliqué. Elle est anglaise. Ouais, c'est vrai. Et donc son personnage se met à entendre sporadiquement un bang très sourd. Et à partir de là, elle veut tenter d'expliquer, elle veut trouver une explication à ce bang. Et elle part dans une sorte de voyage initiatique où elle apprend petit à petit à un peu écouter le monde. Et en fait, Happy Chatpong Weraseta Cool, pour ça, nous propose des plans très longs et très mutiques, qui nous invite vraiment à faire appel à nos sens, surtout à notre écoute, dans un film qui n'a aucune réelle narration en fait, avec plutôt une suite de séquences qui mettent en scène Jessica et son rapport au monde qui l'entoure, et son rapport avec un mec qui s'appelle Hernan, ingénieur du son, qui l'aide
à figurer le son qu'elle entend. Qui joue le rôle de Hernan? Hernan, alors j'ai pas du tout retenu son nom malheureusement, mais en tout cas lui aussi il est excellent dans ce film. Donc voilà, c'est plus une sorte de voyage fantastique onirique, comme le fait habituellement très bien d'ailleurs Apichat Pongwa, c'est cool. Si vous connaissez pas son cinéma, je vous invite à le voir. Alors il a un style très lent, très sensuel, soit on y adhère, soit on n'y adhère pas. Mais au moins essayez d'en voir un, notamment au hasard Oncle Boudmé, juste là, qui avait remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2010. Donc voilà, un film fantastique très calme et serein et même mystérieux et enivrant, c'est ça, voilà, épuré comme dit Lubna dans le chat. Donc voilà, comme je l'avais dit quand je l'avais vu pour la seconde fois, parce que j'ai également vu au Festival de Cannes, c'est une pure merveille de sensualité. Notre ambassadeur au Festival de Cannes, Matteo Savi. Voilà. Et enfin, alors je terminerai vraiment juste sur ça. Vas-y. Alors 3 mentions très spéciales. Alors, je casse encore les couilles. Je pense que là la censure va jouer. Vas-y, dépêche-toi par contre, parce qu'il y a le temps. Avec ça, alors 3 films que j'ai vus au Festival de Cannes et que je vous invite absolument à voir. Ils vont sortir en 2022. Alors Vortex, le prochain film de Gaspard Noé, avec Dario Argento, Françoise Lebrun et Alex Lutz. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un Gaspard Noé qui traite. Il n'est pas encore sorti en salle? Non, il n'est pas encore sorti. Il va sortir cette année normalement. Vas-y. Où il traite la vieillesse avec son style habituel. Voilà, à nous faire vivre une grosse expérience, à nous mettre à la place d'un couple d'anciens critiques, généralement interprété par Argento et Lebrun, très émouvant, pareil pour Alex Lutz. Ensuite, In Front of Your Face, alors qui n'est pas le prochain film de Hong Sang-soo, mais celui qui viendra après. Parce que lui il fait 3 films par an, donc. Ouais, voilà. Le prochain film qui sort, il s'appelle Introduction, il va sortir dans 2 semaines il me semble. Et voilà, c'est vraiment une petite bulle mélancolique, à la fois mélancolique et lumineuse, qui normalement va sortir dans la deuxième moitié du premier semestre. C'est annoncé par Capricci, le distributeur. Et enfin, Nitram de Justin Kurzel, le réalisateur de Macbeth, il me semble, si je ne me trompe pas de pièce, avec Michael Fassbender et Marion Cotillard, et aussi d'Assassin's Creed, qui là pour le coup est considéré comme une merde infâme. Oui, c'est pas très bien. Ouais. Et donc Nitram avec Caleb Landry Jones, qui avait remporté, d'ailleurs je trouve avec beaucoup... et qui mérite beaucoup, qui avait remporté le prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. Et donc dans Nitram, il parle de Martin Bryant, si je ne me trompe pas sur son nom, l'auteur de l'une des plus grandes tueries de masse en Australie. Ah oui. Et donc Justin Kurzel l'aborde avec un style très noir, une excellente réalisation que j'ai beaucoup aimé avec des réalisateurs... avec des acteurs vraiment excellents. Ça, ce sont des films qui sont déjà sortis? Non, qui vont sortir cette année. Tu les as vus? Ouais, donc au Festival de Cannes. Ouais, ok, d'accord. Et donc, voilà, Kyle Landry Jones est absolument foudroyant. Franchement, rien que pour lui, allez voir ce film. Ok, c'est génial. Ok, Et voilà, c'est fini. C'est bon. T'inquiète. J'ai arrêté de vous les briser. Allez. C'est à toi de faire ton top? Non, c'est à moi. Damien là. Ok. Vas-y, Damien. Non, vas-y. On va, de toute façon, on va en parler. Je crois qu'on a un film en commun. Vas-y. Ah. À toi. Bon bah vas-y, Alexandre. Bon bah. Donc alors pour commencer, mon numéro 3 c'est du coup Mandibule. De Quentin Dupieux. Trop bien. Ça, c'est le film qu'on a en commun ou pas? Non, c'est pas celui-là. Non. Ça c'est un mystère, ouais. Et alors du coup Mandibule, l'histoire pour résumer c'est alors du coup c'est avec le Palmacho, donc David Marais et Grégoire Ledig. Marseille. Et qui joue David Marseille. Marseille. Ah ouais. Ouais, il me semble. On attend les vedettes. Ça, je vais regarder. Et du coup en fait alors l'histoire est vraiment assez basique sur le papier. Alors c'est deux amis qui ont la particularité d'être assez cons en fait. Qui un jour découvre une mouche géante dans le coffre d'une voiture volée. Ouais, c'est ça. Et il décide très intelligemment de dresser cette mouche pour se faire de l'argent. Ouais, pour qu'elle vole, de l'argent dans une banque. Voilà. Et du coup, ils veulent la dresser. Du coup, ils achètent de la nourriture pour chat, des trucs en conserve. Et du coup, il essaie de la dresser pour qu'elle puisse aller voler de l'argent dans une banque, tu vois. Donc c'est dire qu'ils sont extrêmement cons en fait. Ouais. Mais ils sont extraordinairement cons. Mais en fait, c'est leurs personnages, ils les ont repris de leurs personnages. Ils les ont repris d'un sketch en effet que Quentin Dupieux a vu
Et en voyant le sketch, Quentin Dupieux, il a été très inspiré. Il s'est dit, je voudrais que vous utilisez un peu les mêmes persos. Je crois que c'est le sketch, les gens qui croient avoir des idées Quand il monte un incroyables. groupe. Ouais, Quand il monte un il y groupe. en a deux, et quand il monte un groupe et quand il monte une start-up. C'est ça, ouais, c'est un peu un mélange des deux, je crois. Et quand il monte une start-up, ouais, c'est ça. Et, savais pas. et ces personnages-là, ils sont inspirés des deux personnages dans Wayne's World. C'est le même en fait, parce qu'ils sont. Oui, Wayne's ils World, parlent Mike Myers, ouais. Ils parlent de la même manière. Il y a la musique de Wayne's World à la fin du sketch. Donc, pareil de que son Palma Show. influence, faudrait remonter. C'est ça, ouais, je vois, ouais. Donc le résultat de tout ça, c'est du coup ces deux personnages qui sont extrêmement cons, et on suit un peu leur parcours, et ils croisent toute une galerie de personnages aussi bizarres les uns que les autres. En fait, j'aime beaucoup, c'est vraiment l'univers. Alors si vous êtes après, c'est vraiment le genre de film. Je suis allé le voir au cinéma 2 fois carrément. Donc je suis allé le voir avec un pote Étienne, avec qui on s'est marré, et ensuite je suis allé le revoir avec une autre amie qui elle n'a pas du tout accroché. Et donc en fait c'est pour ça que ce film, c'est soit en fait c'est vraiment le cinéma de Quentin Dupieux, même en général, c'est soit on aime, soit on déteste. Et si on n'accroche pas à l'univers, même dans un film, vous accrocherez, je dirais pas à aucun des films, parce que moi-même j'ai pas vu tous les films, mais c'est tellement particulier comme univers que si on n'entre pas dedans, au bout de 10 minutes, vaut mieux arrêter de voir le film. Bon, c'est très bête, faut accepter que. C'est ça en fait, qu'ils faut sont accepter bêtes. qu'il n'y a pas de logique. Ouais. En fait, c'est un peu, je sais pas si, par exemple, ça me fait penser un peu à Steak, leur film. Alors, du coup, c'était le deuxième film de Quentin Dupieux avec Eric et Ramsey. Pareil, c'était deux personnages qui sont extrêmement cons. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que justement, pour moi, le parallèle qu'on pourrait faire entre les deux films. Alors déjà, c'est dans les deux films, il y a un duo de comiques qu'il a engagé pour les deux personnages. Je crois que Steak, ça avait pas marché. Steak, ça avait pas du tout fonctionné parce que ça avait été vendu comme la nouvelle comédie d'Eric et Ramsey. Et quand les gens sont allés au cinéma, ils se disent attends, what the fuck, c'est quoi cet humour on comprend rien, c'est pas. Parce qu'ils étaient un peu plus dans l'humour un peu potache, un peu comme La Tour Montparnasse infernale. Et quand ils ont fait ça, les gens ils disaient mais attends, c'est quoi cet humour, c'est bizarre, c'est pas du tout ce qu'on avait l'habitude de voir avec Eric et Ramsey. Et donc du coup, le parallèle qu'on pourrait faire entre les deux, c'est que les deux, en fait, ça se passe dans un endroit où on sait pas trop où. C'est comme Steak, on a l'impression que c'est aux États-Unis, mais géographiquement, c'est pas très situé en fait. Donc là, on suppose mon début, ça se passe en France. Et ce qui est bien, c'est que le monde en fait est totalement absurde et qu'en fait il n'y a aucune explication à des événements bizarres. C'est en fait, par exemple, je peux prendre un exemple tout à fait concret. C'est un moment, donc il y a le personnage de Grégoire Ludig qui est en voiture et qui est en train un peu de tenir en otage entre guillemets. Il est trop con, il sait pas tenir en otage quelqu'un. Donc un mec en fait. Et ils sont en voiture et à un moment genre il roule sur un dos d'âne et du coup il lâche son flingue, il est en train de chercher le flingue, le mec sort et ils sont en plein désert en fait. Et le mec sort, donc lui il cherche le flingue pendant 2 secondes, du coup il trouve le flingue, il se relève, il regarde autour de lui et le mec a disparu. Mais en fait, ça n'a aucune logique parce qu'ils sont en plein désert, donc forcément le mec peut pas avoir disparu dans le sol et tout, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que le film il est ponctué aussi de pas mal d'événements comme ça. Et en fait, finalement, c'est sûr que si tu te dis ouais mais non mais c'est pas logique, mais non en fait faut pas réfléchir comme ça, faut accepter que le monde est absurde et que ce qui se passe n'a pas vraiment besoin d'explication en fait. Et voilà, donc du coup c'est ce que j'ai particulièrement aimé dans Mandibule, c'est ça, c'est l'humour très absurde du film. Et aussi mention honorable au rôle d'Adèle Exarchopoulos, qui est quand même incroyable, qui est pour moi vraiment le meilleur personnage du film, à part évidemment le duo. Et d'ailleurs, je trouve que franchement, Adèle Exarchopoulos, elle confirme vraiment qu'elle a un vraiment gros potentiel comique. Notamment avec La Flamme de Joko. Ah oui, La Flamme sur la parodie du télé-réalité de rencontre. Du Bachelor, ça. Ouais, c'est ça. Et c'est avec Jonathan Cohen. Saison 2 d'ailleurs qui a été tournée là. Ah oui, ça c'était assez drôle aussi. On attend. Donc Adèle Exarchopoulos qui dans ce rôle en fait a eu un accident de ski. Et ce qui fait, c'est qu'elle peut pas parler normalement et elle ne parle qu'en gueulant en fait. Et au début, quand elle rencontre le duo, quand elle rencontre Grégoire Ludig et David Marseille, en fait, du coup, elle parle super fort. Et elle dit mais attends, mais pourquoi tu nous engueules et tout, on n'a rien fait et tout. Et du coup, il y a plein de quiproquos en fait par rapport à ça, puisqu'elle passe son temps à gueuler, mais en fait, elle les engueule pas. Même le rappeur là, Romeo Elvis là, qui joue je sais pas un mec, c'est ça, en plus il sert à rien, il est mal coiffé, il sert à rien, moitié il se comporte comme un gosse de riche un peu con, c'est trop bizarre. Complètement, j'adore. Donc voilà, Mandibule, voilà, très, alors, le film le plus drôle pour moi de 2021 et même l'un des films
le plus drôle même que j'ai vu dans toute ma vie. Ah oui. Donc, très très bon film. Vas-y, top 2. Donc voilà, tac, donc numéro 2, Dune de Denis Villeneuve. Donc tout le monde s'est adapté du roman de Frank Herbert de 1966. Alors bon, après je pense que tout le monde connaît l'histoire à peu près, mais bon en gros voilà. c'est l'histoire de Paul Atreides, héritier de la maison Atreides, et qui on suit un peu tout son parcours pour devenir, on va dire, l'élu, parce qu'il est l'objet d'une sorte de prophétie et tout, comme quoi il serait celui qui pourrait amener la paix dans tout l'impérium, donc c'est-à-dire tout l'empire en fait dans lequel se passe le film. Et en gros c'est ça. Je vais pas aller parce qu'avec toutes les maisons différentes et tout, pour résumer Dune, faudrait faire une émission de 4 heures. Donc bref, ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, on va dire, c'est 2 choses précisément. C'est le son, surtout la musique, et l'image, tout l'univers visuel du film. Alors je vais commencer, pourquoi pas par le son. Qui était à la musique? Alors c'est Hans Zimmer, voilà. qui notamment a accepté. Alors en fait, il y avait 2 propositions pour faire la musique, c'est-à-dire qu'il avait dû choisir entre faire la musique de Dune et faire la musique de Tenet. Parce que en fait, c'est le compositeur attitré de Christopher Nolan, c'est lui qui a fait la musique d'Inception, c'est lui qui a fait la musique d'Interstellar aussi. Et il n'a pas fait la musique de Tenet. Il n'a pas fait la musique de Tenet, du coup, alors je sais pas quel compositeur du coup a fait la musique de Tenet, je sais plus qui Nolan a choisi à la place, mais du coup Hans Zimmer a refusé de faire la musique de Tenet pour pouvoir faire la musique de Dune. Et alors, je pense que la musique, c'est vraiment l'un des gros points forts du film, puisqu'en fait la musique nous permet vraiment de traduire et de ressentir ce que les personnages ressentent. Et tout ça sans utiliser de voix off. Donc par exemple, le personnage de Paul Atreides, on peut deviner ce qu'il ressent, on peut comprendre son évolution sans avoir à avoir une voix off qui nous voilà, dans lequel on va entendre ses pensées et on va l'entendre oraliser, enfin pas oraliser, mais on va entendre ses pensées. Et c'est ce qu'il y a dans le bouquin, c'est-à-dire dans le livre de Frank Herbert, il y a une voix off qui nous permet justement de savoir ce que pense Paul Atreides et du coup de comprendre son évolution intérieure. Mais du coup, donc il n'y a quasiment aucune voix off dans le film. La seule voix off, on entend un peu de voix off au début avec le personnage de Zendaya qui fait une sorte de petit topo sur le monde. Qui est là, genre 3-4 minutes. Alors ça aussi, c'est l'un des points faibles du film, je trouve, c'est le personnage de Zendaya. J'avais l'impression qu'il l'a mis pas mal en avant dans la promotion. Ouais, c'est vrai que dans la promo et tout, alors que je crois qu'elle a fait 4 ou 5 jours de tournage en fait. C'est ça. Et le truc aussi, alors je pense que ça aussi, l'un des points faibles du film, c'est toutes les scènes où on voit les rêves que fait Paul quand il pense au Fremen et à la planète Arrakis. Donc on voit des visions qu'il a du personnage de Zendaya, donc je sais plus le nom, je sais plus du tout son personnage, et mais on a l'impression que c'est une pub pour Dior ou pour et ça c'est vraiment le petit bémol du film, c'est toutes ces scènes où on a l'impression que vraiment on aurait mis Dior à côté où elle a les cheveux comme ça dans le désert, et c'est vrai que c'est les seuls petits moments où parce que comme ça se passe dans le désert et tout, c'est vrai qu'il y a une tentation de vouloir faire des belles images. Ouais, mais c'est quand même plus joli qu'une pub Dior quand même. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne pub Dior, c'est ça. Mais c'est ça un peu le problème, c'est que c'est le seul moment où vraiment toute la direction artistique et tout, c'est le seul moment où ils ont un petit peu sombré, enfin dit oui à l'image facile, à l'image de désert, tu vois ce que je veux dire, un peu paradisiaque et tout, un peu exotique, parce qu'autrement tout l'aspect visuel du film, à part ça, est vraiment très je trouve même assez réaliste. Donc ça c'est un des gros points forts du film. Donc juste pour finir sur le son. Donc ouais, c'est ça, c'est le point fort du film, c'est réussir sans utiliser de voix off à comprendre ce que ressent le personnage juste par la musique. Et par exemple, chaque maison a son thème, a son propre thème. Donc par exemple, les Harkonnen, une musique un peu menaçante, les Bene Gesserit, c'est celle des vieilles femmes qui tirent un peu les cordes, tirent un peu les ficelles dans l'ombre de la politique de l'Imperium. C'est un petit peu des voix qui chuchotent, c'est comme si c'est elle qui chuchotait la politique de l'Empire en fait. Et on a aussi la musique des Fremen, qui est une musique avec beaucoup plus de voix et qui est beaucoup plus proche du coup de ces personnages, où on a vraiment sentiment un peu de musique un peu avec des instruments qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, donc musique assez exotique. Et autrement, la musique de la maison Atreides, qui est une musique beaucoup plus symphonique, assez bien, donc qui permet aussi de montrer la puissance un petit peu de cette maison. Et ce qui est bien, c'est que souvent, en fait, ces morceaux se mélangent. Par exemple, Paul, lui, il commence un petit peu à être confronté entre deux identités. L'identité qu'il a
appartenant à la maison Atreides, et ensuite il est petit à petit en train de devenir un Fremen, C'est ça. et on comprend que comme par hasard il connaît, par exemple, il sait très bien comment installer une distille, c'est le costume que portent les Fremen, et petit à petit on se rend compte que en fait il est l'élu et que lui-même est en train de devenir un Fremen. Ouais. Et ce qui est bien, c'est que du coup, au fur et à mesure dans le film, change. La musique, la musique elle se mélange, fusionne et à la un fin, peu, ouais. il y a juste la musique des Fremen en fait. Il a eu un prix ou pas, Hans Zimmer? Je crois pas. c'est une de ses plus belles compositions, je trouve. Je sais pas, dernièrement. Il a pas été nominé. Je crois qu'il a pas été. Je sais pas si le film a été sélectionné aux Ok. Oscars. Ah ouais. Pourtant, en général, c'est un gros film. En Ouais, général, Hans Zimmer, il a déjà eu pas mal de récompenses aussi. Ouais. Mais ouais, en tout cas, C'est au une niveau belle de la musique, composition, c'est ce que ouais. j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment le fait que chaque maison ait son thème et que justement, ce mélange de différents thèmes permettent de comprendre les différentes influences qui s'exercent sur les personnages. Allez, la enchaînez. beauté du Star Allez. System qu'a dit Morgan. Ah ouais. voilà. Oui, c'est ça. Ouais. C'était un peu. Je pense que c'était. Après, C'est une faut voir intervention. la partie 2 où je pense que son rôle sera beaucoup plus. Ouais, parce que c'est une première partie, ouais. Ouais, voilà, faut pas oublier ça non plus. Sound of Qu'on Metal. attend avec impatience. Ouais, Sound of Metal. Sound of Alors, mon numéro 1, c'est Sound of Metal, réalisé par Darius. Je sais plus ce que c'est le nom du réal. Je sais pas. Bref. Vraiment, on préfère des fois ne pas dire les noms du réal parce que sinon on va les écorcher. C'est ça, ouais. Donc, pourtant, je crois qu'il est pas difficile à dire, donc j'ai aucune excuse. Bref, alors c'est un film avec Riz Ahmed. C'est un. Alors, du coup, pour faire le pitch très Ouais, vite rapidement, fait. c'est l'histoire d'un. En fait, c'est un couple, donc un bassiste et une chanteuse qui vivent ensemble et qui vivent un peu. En fait, qui vivent dans un camping-car. Batteur, tu veux dire bassiste. Batteur, excuse-moi, oulala. Qui vit du coup dans un camping-car et qui mène une vie de musicien sur la route. Donc, ils font pas mal de concerts dans plein de petits festivals aux États-Unis. Donc, ils passent vraiment leur temps sur la route, en fait, à s'arrêter pour une nuit, à faire des concerts. Donc, un petit peu une vie de nomade, finalement. Et au bout de 10 minutes du film, du coup, on les voit un peu leur quotidien, en train de faire les concerts, leur vie dans leur camping-car et sur la route. Et au bout de 10 minutes, d'un coup, le personnage principal, donc interprété par Riz Ahmed, perd l'audition. En fait. C'est-à-dire qu'il entend quasiment plus rien d'un coup. Et au début, il n'ose pas le dire à sa copine, puisqu'en plus, ils ont un concert le soir même. Essaie d'enchaîner, il nous reste une demi-heure et. Ok, d'accord. Et du coup, le soir même, ils essayent, ils font un concert. Lui, il n'ose pas le dire. Et finalement, il le dit à sa copine, puisque forcément, elle s'en rend compte. Elle va s'en rendre compte. Et en fait, on va suivre tout le voyage, on va dire, de Ruben. Du coup, c'est le nom du personnage de Riz Ahmed. Et qui va essayer d'accepter son handicap. Et qui va aller joindre une communauté de sourds pour essayer d'apprendre le langage des signes, pour accepter sa condition, puisque lui, dans un premier temps, lui dit non, c'est pas possible et tout. Il est vraiment dans le refus complet de son handicap. Il dit je vais trouver une solution et tout. Et il y a une solution, c'est de s'implanter en fait des implants et qui permettent d'écouter, enfin de retrouver l'ouïe, mais ça fonctionne extrêmement mal et ça coûte extrêmement cher. Du coup, il va dans ces communautés, on a l'impression qu'il accepte sa condition, sauf que pour lui, la musique, c'est tout pour lui. Donc voilà, il vend le camping-car, il vend ses instruments de musique, il vend tout son matériel. C'est pas un film sur la musique. Attends, je suis un peu en train de spoiler au fait. Justement. Du coup, je vais arrêter de spoiler. Donc C'est pas un film musical. Au début, c'est un film musical et juste 3 secondes, il faut vraiment que je le dise, c'est l'utilisation du son dans le film du coup est super important. Puisqu'il y a un mélange entre la perception du son qu'on a de lui, donc souvent c'est sur des gros plans et parfois il y a des plans plus larges où on a la perception normale du son nous. Et donc ce qui est bien, c'est qu'il y a une alternance entre les deux. Donc par moment on l'entend lui en train de parler, en train d'entendre, et on l'entend de façon extrêmement étouffée, il entend quasiment pas ce que les gens disent, et il y a une alternance dans laquelle on entend du coup le son tel qu'on son très clean, tu vois, et comme ça nous permet de vraiment comprendre son handicap. Et juste pour dire 3 secondes, le son a été fait par un ingénieur du son français qui s'appelle Nicolas Baker, qui a fait un travail incroyable. Et c'est vraiment ils ont carrément inventé des micros, il a carrément créé un micro qui permet de se mettre dans la bouche, qui ne se casse pas, juste pour avoir des bruits un peu de mâchoire et tout, puisque quand on est sourd, ces bruits deviennent, on a une perception très différente de ces bruits, et
tout le début du film, pendant les 10 premières minutes, avant qu'il soit sourd, il y a une c'est vraiment le son, faut l'écouter avec un casque ou faut l'écouter vraiment de façon très précise. Dans une salle, ouais. Et en fait, il y a par exemple quand il prend un truc, à un moment il est en train de presser du jus et tout, il y a vraiment tous ces sons sont très importants. Et après qu'il ait perdu l'audition, ces sons on les entend plus du tout. Et on apparaît vraiment inconsciemment. On entend ces sons et après on les entend plus. Trop bien. Et on se rend compte que en fait avant c'était presque exagéré et après on n'entend plus rien. Du coup il y a un contraste qui est très intéressant. Et autrement à part ça, vraiment très très grosse un coup de chapeau à la performance de Riz Ahmed qui a été nommé aux Oscars, qui malheureusement ne l'a pas eu. Et alors pour vous donner juste un exemple, il s'est préparé pendant 7 mois pour le film. Il a appris à jouer de la batterie. Il a appris le langage des signes pour vraiment s'immerger dans la communauté aussi des sourds, pour comprendre ce que ça fait d'être sourd en fait, tout simplement. 7 mois pour ça. D'ailleurs, il a dit il s'est préparé en 7 mois pour seulement 4 semaines de tournage. Ah ouais, ouais. Et sa performance, voilà, c'est pour moi la plus grande performance de 2021. Je voulais le voir le film, il est passé au cinéma. Il est passé au TNB. Ah ouais, il est pas passé dans les gros cinémas. Non, que juste. Moi j'ai le pass Gaumont, donc. C'est dommage qu'il soit pas passé au Gaumont d'ailleurs, qu'il n'ait pas eu une distribution. Mais il y avait pas un délire avec les cinémas, ils ont fermé, c'était au moment que ça sortait, c'était pas ça. Ouais, il était sorti pendant l'été, je crois, Sound of Metal. En fait, je crois qu'il est même carrément sorti en 2019. Ouais, en fait, le film, il est sorti en 2019, comme la loi de Téhéran. Il est sorti en salle en 2021 à cause du Covid. La sortie du film a été décalée. La loi de Téhéran, c'était pareil, il était sorti en 2019 dans les festivals. Ouais, c'est ça. Il y a eu des problèmes de production. Mais en France, il est sorti en 2021. En 2021, ouais. Donc voilà. Mais au final, c'est pas, il n'y a pas du tout des films de mon top 3. Je pensais que tout à l'heure, t'avais pas. Finalement, tout ça, c'était une feinte pour faire croire. C'est bien, ça fait diversifier. Donc voilà. Ok. C'est bon, j'ai fini. C'est bon, il a fini. C'est bon, voilà, c'était mon top 3. Donc Dune, Mandibule et Sound of Metal, allez les voir. Voilà. Et je vais laisser ma place à Gwendal qui lui aussi va nous donner son top 3 après. Mais ce sera. Vas-y, d'abord Damien. Allez. Moi alors déjà j'ai donné mon top 3 hier à Gwendal pour qu'il fasse le petit podium, mais en fait j'ai pas dit lequel est premier ou deuxième, j'ai foutu dans le désordre et en fait je crois que moi je sais pas trop, donc vous allez le voir. Donc Palm Springs il est pas en premier, je pense que je le mettrais en troisième. Il est sorti alors c'est un peu de la triche, il est sorti en 2020 aux États-Unis, mais il est sorti sur Prime Video en 2021 le 12 février. Du coup, c'est pour ça qu'on peut le caler dedans. Et en fait, je l'ai vu quand même il y a 1 an, du coup, et c'était trop bien. C'est pas un grand film. En fait, je pense que ce genre de film, c'est un peu un buddy movie, un feel good movie. C'est juste tu te cales et je pense qu'il y en a 1 ou 2 par an des comme ça, parce qu'il y en a plein qui sortent mais il n'y en a pas beaucoup qui sont très bons. Lui il est drôle, il réussit à être touchant, il est très très beau. Moi visuellement j'ai adoré, je trouvais ça très beau. Et salut Gwendal. C'est avec l'acteur de Brooklyn Nine-Nine, c'est pour ça que j'ai regardé en fait, parce que j'ai vu sa gueule et qui joue très bien. Et voilà, c'est un délire de voyage dans le temps. Adam Sandberg. C'est ça, ouais. C'est un truc de voyage dans le temps, donc je pense que c'est un peu mal branlé, que c'est pas hyper réaliste et tout, mais c'est une boucle en fait. Tu vois, c'est comme le film, le mec qui vit la même journée là. Un jour sans fin. Non, aussi c'est ça. Non. C'est un jour sans fin, ouais. Ok. Parce que t'as Edge of Tomorrow, t'as exactement. Ouais, non. C'est un peu comme un jour sans fin, tu sais. C'est un peu un jour sans film que. Bon, c'est pas aussi bien qu'un jour sans fin, mais c'est trop bien un jour sans fin. C'est un film que tu peux regarder comme ça le dimanche tranquille, et c'est pour ça que j'avais kiffé, j'avais bien rigolé, c'était trop cool. Il y a l'acteur qui joue dans le Daily Bugle, Spider-Man. J'ai aucun nom. J'ai pas. Qui a un rôle, comment il s'appelle Dis-moi, quel personnage dans Spider-Man qui fait le journaliste là, qui est vénère. J.K. Simmons. Ouais, et c'est marrant parce qu'ils jouaient ensemble et au même moment t'avais la nouvelle saison de Brooklyn Nine-Nine dans lequel ils jouaient avec Adam Sandberg. Ok, d'accord. Donc je sais pas s'il y a eu un délire de piston ou quoi, mais c'était cool. Et voilà, c'est très sympa. Pas le speaking très bien, ok. Je mettrais du coup en deuxième Boîte Noire, film français, trop bien, j'ai kiffé. J'avais l'impression que c'était, parce qu'en général quand on essaie en France de faire des thrillers, c'est un peu nul je trouve. Ouais. Et là c'est trop bien réussi. En fait limite on dirait que on dirait que c'est américain, parce que c'est trop bien. C'est pas on dirait pas que c'est un film français qui essaie de faire un film américain, mais tout est bien géré, et surtout c'est le son pour le coup. Le son est trop bien géré parce que c'est Pierre Ninet qui
qui a une sorte de faculté pour écouter les sons et ça se transforme presque en super pouvoir et les plans là c'est les plans qui vont accompagner le son parce qu'en fait le film c'est le gars qui écoute des sons pour essayer de résoudre des je sais pas des crashs d'avion voilà et ou pas forcément d'avion et tout mais t'avais vu le chant du loup ou pas? Je l'avais quoi? Le chant du loup. Le chant du loup, j'ai pas vu, non. Parce que c'est exactement le même principe. Ouais, mais je pense que c'est mieux Boîte Noire. Alors ouais, par contre, je préfère peut-être, ça. ouais. C'est une préférence Ah personnelle. bah à la fin, peut-être ça part peut-être un peu en couille et tout, c'est peut-être abusé, mais enfin le film était trop cool. J'ai pas vu le temps passer. Ouais, c'est hyper bien rythmé. Moi j'ai bien aimé la scène où tu sais il est dans la rivière ou le fleuve ouais, là. mais évite de spoiler parce que quand même. Mais je dis rien. J'ai rien dit mec. Ah ouais, frère, tu racontes la fin là. Drama. Pas la fin. Il y a une scène dans une c'est pas rivière. important, mais je trouve que justement la scène qu'il avait évoquée, elle est un peu genre bah là c'est vraiment de la fiction à mort, tu vois. Là ouais voilà. Là, parce que ça part d'une histoire vraie, c'est ça. Le truc de la boîte noire, il y avait vraiment eu un crash. Ils ont retrouvé la boîte noire et c'est ça. C'est après c'est une fiction de base. Ils ont juste pris des images d'archives, etc. Ouais. Et ils en ont fait un. Mais c'était trop cool. J'ai bien kiffé. En plus, je suis content de mettre un film français dans mon top. Ouais. En fait, j'ai pas vu énormément de films de 2021. J'ai dû en voir une vingtaine. Au César. Ok, trop bien. Ouais. Trop bien, en même temps, c'est normal. Et The Card Counter. Mais en fait, ça. Let's go. Top 3 c'est pas beaucoup mais The Card Quel Counter film en fait j'en ai parlé, on a fait un examen, j'ai Ah, choisi ce film, j'en ai parlé carrément l'examen. Je l'ai vu avec toi Axel et quand on est sorti on a fait que d'en parler et plus on en parlait et plus je comprenais que c'était vraiment trop Avec du trop recul, bien. ouais. Et je sais qu'il y a des gens, j'avais regardé des avis, il y a des gens qui trouvaient le film trop lent et ça les avait saoulés. Et alors justement, c'est le propos du film. Le mec, c'est un mec qui essaie d'oublier son passé un peu tumultueux. Il a fait des trucs, voilà, de la torture et tout. Il essaie d'oublier ça, mais en fait, il est tout le temps rattrapé par ces fantômes du passé, pour te reprendre. Et ouais, bah c'est juste de bout en bout, c'est trop bien géré. Le son. Le jeu d'acteur, l'ambiance et la mise en scène en fait, c'est tout ce qu'on demande à un film, c'est de réussir tout ça et pour moi le film l'a réussi et c'est le film que j'ai vu, mais encore une fois j'en ai pas vu énorme, que j'ai vu qui a tout bien géré de A à Z, du début à la fin. Il n'y a pas de surjeu, tous les personnages ils servent à quelque chose et le casino, ils ont choisi le lieu du casino pour choisir un lieu dans lequel il serait enfermé et c'est hyper intelligent parce qu'un casino c'est un lieu hyper bruyant, c'est là où tu es censé un peu t'amuser, tu vois, vas-y tu dépenses ton argent, tu t'en fous et tout, et lui il est pas là pour s'amuser, il est là pour passer le temps, il fait que ça toute sa vie. Comme une sorte de fantôme en fait. C'est ça. D'ailleurs, toujours dans cette type de fantôme, le fait qu'il couvre tout dans c'est la chambre où il est. Ouais, ça fait un peu un truc fantomatique, toutes ces pièces elles sont recouvertes de drap blanc et ça fait t'as l'impression qu'il est un peu entouré de ces fantômes. C'est ça. Et c'était trop cool. Ouais, c'était super. Merci Damien. Et bah de rien. Et ton top 1? Super. Mon top 1 j'étais en train de gérer putain, bon voilà, on vous présente Gwendal qui arrive 35 heures après. Excusez-moi, je suis en train de gérer la partie technique, du coup oui, c'est ça. J'ai un peu squeeze le truc. Du coup, c'est à moi ce que j'ai cru comprendre. C'est nickel. La régie. Putain, la régie, on a une régie de qualité. Le podium, ça vous va? C'était beau? C'était bien. Ouais, moi ça va, mais est-ce que vous avez kiffé ce petit type de podium, petit montage? Du coup, c'est à moi. Alors, c'est un peu comme Damien, c'est-à-dire que j'ai fait une sorte de top 3 parce qu'il fallait en faire un. J'avoue que j'ai pas. C'est un peu dans le désordre en soi. J'ai mis Boîte Noire aussi. C'est beau. Ouais, bah trop bien. Du coup, c'est pour ça que j'ai rajouté 2-3 trucs. Je vais pas forcément m'y attarder plus que ça parce que t'as plus ou moins tout dit, mais j'en parlerai. Du coup, en top 3, j'ai mis Le Sommet des Dieux, film que j'ai vu avec Mister à ma droite. Donc, c'est un film d'animation franco-luxembourgeois. C'est un film qui fait plaisir à voir au cinéma, que ça soit au niveau de son dessin, comme au niveau de la musique, les sensations que le film te transmet en fait, tout simplement. Ouais. Ok, merci. Je vais le décaler juste comme ça, ce sera plus simple parce que c'est plus simple de vous parler comme ça. C'est un film donc qui est tiré d'une adaptation d'un manga. Alors j'ai noté son nom un peu particulier. Alors je vais pas écorcher son nom, j'espère pas. C'est Jiro. Je sais pas quand. tu me dis parce que je te vois. Ça se prononce Jiro, mais Jiro Taniguchi.
Bah ouais. Ok. Non, mais c'est parce qu'on a un expert un peu plus au niveau des blases. Donc, enfin, c'est pour ça que je dirais. D'après aussi le roman de Baku Yomemakura, toujours plus long. Donc voilà, donc c'est une adaptation de manga, puis d'un roman aussi, et donc ça a été repris par les studios d'animation français et luxembourgeois. Le topo, grosso modo, c'est un reporter japonais qui croit reconnaître un homme sur une photo. Et en fait, on est vraiment dans le domaine de l'alpinisme du début à la fin. Et en fait, si je me souviens bien, 70 ans plus tard, le journaliste va essayer de tenter de résoudre le mystère de cet homme où on n'a pas le nom. Et, oui, je crois. C'est basé tout simplement sur ça. Au niveau de l'aspect technique, c'est un film qui est prenant du début à la fin. Juste pour le son. Si on parle pas de l'aspect visuel, juste le son, t'es direct dans les montagnes, quoi. Tu fermes les yeux, tu as toutes les sensations. Puis en plus dans la salle il faisait froid. Ouais, c'est vrai. Ça rendait le truc encore plus vrai, quoi. C'est pas comme le film tout claqué là avec Ahmed Silla, Everest là ou je sais pas quoi. Ah oui, putain. En fait, je l'ai pas vu, mais c'est marrant que t'y penses parce que c'est un peu la même chose. Enfin, c'est le délire de l'alpinisme, passer les X créneaux, t'arrives à ta tente, tu te poses. Parce que là, c'est un bon film. Pourquoi c'est mieux que Everest? Parce que là, c'est un bon film. Bah en fait, c'est une comédie, tu vois, de base. Ah oui. Et en fait, c'est pour ceux qui connaissent pas le film d'Ahmed Silla. Ouais, le mec qui était dans mon lycée là. Ah ouais, c'est basé sur le mec qui il est à Nantes, hein. qui veut draguer sa copine, et pour lui prouver son amour, en fait, il va faire je vais monter le mont Everest. Et le mec, il a jamais marché de sa vie, il va prendre un sac à dos à Decathlon, il va prendre tout le matos, limite beaucoup trop pour escalader cette montagne, quoi. Et puis en fait, il va réussir, spoiler. Et puis voilà. Et là, on est vraiment, il y a un côté un peu humour où le mec, il s'y prend un peu au dernier moment. C'est vraiment sur le comme ça, boum, pour une fille, je vais monter le mont Everest, preuve d'amour, etc. Là, ça n'a rien à voir, c'est vraiment un truc un peu d'investigation. On va essayer de rechercher un homme, par rapport à des photos, etc., des documents, on va beaucoup se renseigner. Et tu as toute la partie ascension, en fait, de cette montagne. Et du coup, je l'ai vu avec Axel, et en fait, ce qui en a découlé de ce film, c'est tout ce qui était donc la partie musique, sonore et visuelle. C'est-à-dire que je sais plus si tu te souviens, il y avait un moment où en fait il y a le personnage qui fait une sorte d'arrêt cardiaque ou quelque chose comme ça. Oui. Et en fait c'est tout rouge et enfin de rouge très très foncé, rouge sang presque. Et c'est une espèce de. Qui s'empare de lui. C'est ça, c'est ça. Et un jeu des couleurs magnifique, et puis c'est. Juste délire d'effet un peu pour te montrer le sentiment du personnage. Bah rien que visuellement en plus c'est super intéressant, tu vois. Puis les panoramas au niveau des décors, c'était un très très bon film, je le recommande, surtout que c'est français. Donc, surtout que on a pas, je l'ai déjà dit ça, mais on en a pas assez parlé, je trouve. Enfin, c'est vraiment super le Sommet des Dieux. C'est sous-côté. Le second, Boîte Noire, on en a déjà parlé. Grosso modo, j'adore ce mot. C'est un peu comme le Chant du Loup. Enfin, pour moi, quand je l'ai vu le film, j'ai fait OK, c'est le Chant du Loup, c'est plus ou moins la même chose. Le Chant du Loup, c'est dans un sous-marin. Là, c'est les avions. C'est le principe de la Boîte Noire, etc. J'avoue que c'était beaucoup plus prenant par le rythme, comme on l'a évoqué. Chant du Loup, c'est beaucoup plus posé. On est dans un sous-marin. Vraiment, on écoute, que ça soit tout ce qui va être animaux ou type de bateau, etc. On est vraiment dans l'analyse des fonds marins. C'est intéressant, mais c'est assez passif, je trouve. La Boîte Noire, c'est beaucoup plus rythmé. Il y a un enjeu, il y a des gros coups de pression au niveau de la musique qui donne beaucoup. Ça donne de l'intonation un peu. Des fois, tu stresses un peu avec le personnage. Ouais. Et j'ai tout juste pour ça, je trouve ça mieux que. C'est assez haletant en plus. En vrai, je suis un ouf, j'ai pas mis Last Night in Soho dans mon top. Ah merde. Je l'ai zappé. En fait, elle a éclaté mon appli, en fait, elle l'a pas mis. Du coup, en fait, je vais bouger je bouge un film. Je fais mon top 4 là, top 4. Last Night in Soho, top 1. Il est devant ce card counter, allez. Je l'ai zappé, je suis trop bête. Vas-y, termine et si tu veux, t'en reparles vite fait. Non, vas-y, c'est bon. Il est parfait, j'ai rien à dire. C'est parfait. T'es sûr? Ouais. Tu m'avais pas dit qu'il y avait des petits. J'avais beaucoup aimé aussi la pas des trucs un peu. Il y a une ou deux facilités scénaristiques, mais ça va. Ouais, mais c'est pas gênant. On dirait qu'ils avaient pas le temps de filmer, ils ont filmé un truc. Mais j'en avais déjà parlé de toute façon. Oui, je crois que tu t'es. Vas-y. Et puis du coup, pour terminer. Avec Boîte Noire.
Après, ouais, donc Boîte Noire, on prendra 10 minutes pour regarder les top 3 des gens. Ouais, on checkera ça. Donc ouais, Boîte Noire, grosso modo, bon, j'ai un peu tout dit. Surtout qu'il en a déjà parlé. Et dernier film, donc La Voix d'Aïda, premier film de l'année au cinéma Arvor qu'on avait vu avec l'atelier critique. On a vu en octobre. Septembre, il me semble. Septembre. Ouais, il me semble. Direct. On a repris aussitôt. Moi, je sais. Peut-être. Enfin, peu importe. Donc premier film. Alors film qui parle du massacre de Srebrenica. Qui est en gros un massacre qui a fait plus de 8000 c'est un génocide. Plus de 8000 morts, ouais, hommes comme enfants, enfin surtout des hommes, pardon. C'est le deuxième, je te coupe du zoom, c'est le deuxième c'est le plus gros génocide, enfin c'est le génocide le plus meurtrier après la Seconde Guerre mondiale. C'est ça, voilà. En Europe. Ouais. C'est ça. Donc l'histoire, c'est Aïda, une femme, une traductrice, qui travaille pour les Nations Unies à Srebrenica. Et en gros, il y a l'armée serbe qui va envahir le village et qui va camper devant le camp de l'ONU. Et tout le film est basé sur cette personne qui est traductrice, qui a sa famille à gérer, qui a aussi toute la partie administrative avec les chefs, etc. Puis la partie traduction avec les civils. Et tu as un truc où la caméra elle va aller à droite, à gauche, tout en suivant le personnage. Et au final, en tant que spectateur, le stress que Aïda va ressentir, on va le ressentir aussi. C'est-à-dire qu'il y avait cette pression, en fait, elle a compris ce qui se passe, que les envahisseurs qui ont envahi la ville, qui ont déjà dégommé quelques personnes, tu vois, et qui campent devant l'ONU, ils sont pas là vraiment juste pour te mettre dans un bus et t'inquiète pas, je te ramène dans un endroit safe, tu vois. C'est pas du tout ça. Elle a compris ce qui se passait, et donc elle est dans l'idée de protéger ses enfants. Elle a 2 fils et son mari. Et en fait, elle est en train d'essayer de magouiller entre guillemets des choses pour les protéger. Mon mari, il est directeur d'une école, il y a possibilité de. Et en fait, tu vas très vite comprendre que c'est pas possible. Et ils vont tous y passer indirectement. Et le film, il dure 1h40, 1h42 à peu près. 1h50. Ouais, pendant 1h30 à peu près, c'est tout. On suit le personnage de A à Z. Et en fait, la dernière partie, c'est quelques images du massacre. Mais quand je dis massacre, c'est-à-dire qu'on voit les bus, il n'y a pas vraiment de spoil parce que c'est le synopsis. Hein. On va embarquer tout ce qui est femmes et enfants, on va les emmener ailleurs. Et par contre, les hommes, on les embarque dans des bus pour les mettre dans des gymnases. Et on ne verra jamais rien. Ce qui est assez intéressant. On ne verra rien du tout pas de sang, quoi que ce soit. Par contre, on entendra toujours l'aspect sonore. C'est-à-dire qu'on les met dans un gymnase, on entend les tirs de Kalachnikov ou autre. Okay. Et donc on comprend très vite ce qui s'est passé. Mais on ne nous montre jamais rien. Mais c'est pas pour autant on ressent rien, quoi. C'est assez prenant. Et après, du coup, il y a la seconde partie, c'est voir la famille, etc., quoi. C'est ça. Une famille complètement détruite par ce qui s'est dépassé, quoi. J'avoue que tu m'as donné envie de regarder Le Sommet des Dieux. Mec, c'est incroyable. Je parlerai plus souvent du coup de La Voix d'Aïda. Voilà. Non, voilà, donc c'est un film qui était assez prenant et j'avoue très gay. Hein. J'avoue que je détruis cette fin de top 3, mais j'avoue que j'ai versé ma petite larme, c'était assez prenant. Puis après, il y a peut-être la musique qui a aidé aussi. Il y a une belle musique à la fin. À mettre dans cette situation-là. Okay. Mais ok, bon, on arrête à midi. À peu près. Voilà, il nous reste 10 minutes. On va faire les top 3 des viewers. Donnez vos top 3, on va en parler. On avait vu, il y a eu du coup un sondage sur Instagram. Ouais, on va faire le sondage. Il y avait quelques réponses. Il y a juste à regarder la story, les gars. Ouais, donc moi j'avais celui de The Blue Arrow tout à l'heure qui nous a mis Zack Snyder, Justice League. Donc la Snyder Cut, je suppose. Ouais, je l'ai vu. Dune, on en a parlé, et James Bond, enfin 007, que je voulais mettre. Si moi il est dans mon top 5, James Bond. Hein. Très bon. Mais presque, je crois qu'il est en motion honorable. Très bon. Je veux pas analyser, on va pas parler pendant 10 ans sur ce film. Juste déception. Et c'est vrai que j'y ai repensé sur certains aspects. Du coup, je vais rien dire. D'accord. Parce qu'on sait que c'est le dernier de Daniel Craig, de l'ère Craig, et du coup, moi je trouve que ça a très bien fini. J'étais hyper satisfait. Pareil. Voilà, en vrai il est bien, c'est juste la fin qui m'a un peu déçu. Enfin, de base sur 25 films, ce qui s'est passé ne s'est jamais fait de base. Ouais, donc, mais moi j'apprécie. Pas une idée de puriste ou autre, tu vois, mais ça casse les codes, pourquoi pas. On n'en parle pas, mais c'est très très
bon film d'action. Ouais. C'est divertissant. Avec, pour le coup, là, l'histoire était intéressante parce qu'on sait que les James Bond, c'est des fois avec Daniel Craig, 2h30. ouais, très longtemps. 2h40. Était très bien. Ouais. Après, les Dune, on en a parlé. Snyder Cut, j'ai pas vu moi. Donc je l'ai vu. Ça dure 4 heures, c'est génial. Ok, bah Je trop bien. reprends vite fait Instagram au pire, parce que j'ai vu que Axel avait répondu. Ouais, vas-y. Hein. T'en avais, vas-y, dis. Ouais. Toi, t'avais fait un sondage aussi. Non, pas moi. Ah, t'es sur le. Non, mais là. J'ai fait une capture écran des. Ok. Non, mais il les a. Alors, Vas-y. par contre, j'ai pas du tout les pseudos. À l'abordage. Moi, je les ai. À l'abordage que je. Bah vas-y, au pire, fais-les. À l'abordage à l'unanimité selon revue Tsunami. Alors moi donc ouais, j'avais vu à l'abordage et j'avais dit c'était un de mes gros coups de cœur de l'année. Pour moi c'est top 10, c'est vraiment une très belle comédie sur un homme qui part qui a passé une nuit avec une fille et qui va la retrouver de lui-même dans un camp de vacances avec l'aide d'un pote. Et voilà, c'est vraiment très lumineux comme film, malgré un commentaire alors un peu doux amer sur les classes sociales. Personnellement, ça m'a beaucoup donné envie de découvrir le cinéma de Guillaume Braque. Et justement, j'avais vu il y a une semaine, je crois, Le Naufragé avec Vincent Macaigne. Et c'est super cool. Ok. On fait super vite sur On les regarde films. un petit Ouais, peu, faut parce que faire super c'est vite. un peu le rush. Ah, il en a pas mis. Non, non. au gars. Non, juste à l'abordage à l'unanimité. Il y a Lego Lalous qui dit qui a mis Last Night in Soho en 3ème, Dune en 2ème, Dune y revient. Et Tic Tac Boom que j'ai zéro Tic Tic vu. Boom, Ah, Tic c'est Tic Boom, pardon, encore vu ça. c'est Andrew Garfield. Ouais. C'est sorti sur Ouais, je l'ai Netflix pas- il y a je l'ai genre pas 2 mois. Et réalisé il me par. semble qu'il a eu un prix Ouais, peut-être. Golden Globe, non? Je sais Non, plus. peut-être pas. Non, Et je crois que c'est Golden C'est Globe. Golden Ah, Globe, ouais. peut-être. Et réalisé par Lin-Manuel Miranda, à qui on doit la comédie musicale Hamilton. Ok. Alors j'ai une autre personne, j'ai pas le blaze. Vas-y, on Il y avait dit rapidement. Memoria, Adresse Parallelas et Drive My Car. Ouais, c'est Alexandre. Bah, c'est Alexandre qui est Voilà. là. J'ai Dans les le touches 4, chat. Space James 2 Alors là, et voilà, Camelot. j'ai mis. Est-ce que c'est un troll, les Tuches 4, Space Jam 2 et Camelot? Ah, Camelot, Ah, moi je je vois pas. Moi, c'est plutôt Camelot, pour, c'était pas mauvais. moi, c'est plutôt pour Space Jam 2 qui était pour moi un des pires films que j'ai vu cette année. Ouais, Ah apparemment, c'est vraiment très nul. Ouais. Merde. Pardon. Celui-là était cool. J'ai un Antler. Antler, The Last Duel, The Space Green Jam 1, Knight. il était Je cool. précise que The Green Knight, c'est un bon il y en a The Green Knight, j'en connais beaucoup qui le mettent dans leur top et tout, mais The Green Knight est sorti en France en 2022, hein, les gars. Alors moi, bon, je l'ai vu illégalement en 2021. Comment ça? Oh. Mais c'est sorti officiellement sur Prime en 2022. Donc oui, bon, pourquoi pas le top 2021, mais du coup, ouais, ça fait un peu. Évidemment que c'est un troll. Oui. Pour David Lowery, il faut voir The Green Knight. C'est ça. C'est celui qui a fait A Ghost Story. Qui est très très bien. Magnifique. Il y a The Blue Arrow qui cale Matrix. Matrix, c'est pas 2022. Ouais. Matrix 4, non, c'est 2021. Ah, d'accord, Ah, ok. c'est fin 2021, ok. Qui est super. C'est super. Qui est dans mon top 10. On a fait un peu le tour de toutes les réponses. Je sais pas s'il y a d'autres personnes Allez-y qui dans le chat souhaiteraient. de partager leur top 3. Mais mettez des films à foison. Oui, mais en Mais 2021 dans le monde entier, d'accord. Mais en J'ai tout vu cas, Serre-moi fort. The Green Mathieu Knight, Malric. The Green Knight 2021 dans le monde entier, il a dit. Mais en tout cas, The pour Blue Arrow. conclure Pour The Green Knight. ce petit live, même Ouais. s'il y a eu quelques petits problèmes, c'était une bonne émission, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, le chat, même s'il y a eu quelques problèmes de son. On a, Dites-nous si on a un c'était peu bien. step- Bien, on a un c'est peu bien step up fait tout chier, ça. hein. Petite bande-annonce, enfin pas petite bande-annonce, petit générique. Générique. Un régal. Et ça me Ouais. faisait trop plaisir de le revoir une deuxième fois. Voilà. C'était un régal. Et On était à 11 tout à l'heure. Tarantino la semaine pro qui vient. Non, peut-être pas. Peut-être la Ah, dans la 2 semaine semaines. d'après. Mais Ok. prochaine émission, en tout cas, non, soit c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Jeudi. On fait une jeudi soir. Jeudi soir. On peut faire ça. Ok. Alors, jeudi soir. Possibilité de Jeudi soir, il y faire aura plus de monde. émission jeudi soir possible. Le vendredi, pas sûr. De toute façon, Ouais. enfin, il y a les réseaux, il y a Twitter, Je vais Instagram. devoir rendre la carte par contre. Il n'y a pas de souci. Twitter, Instagram. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, Ouais, émission dans 2 et semaines. Allez voir autrement. No Way Home, quoi. allez voir Émission No Way dans 2 Allez émission pas dans- voir, vous émission aurez dans 2 compris que semaines c'est un troll. autrement. Home. Avec S'il a fait un 6 milliards, c'est invité. pas pour rien. De quoi? S'il a fait 6 milliards, c'est le 6ème milliards, alors que c'est meilleur. C'est le 6ème meilleur film du monde, ça Ah, veut de dire. parler de ça, ça me, Énorme navet, énorme navet. ça me met mal. Navet intersidéral. Bravo l'équipe. Mais du coup, merci de nous avoir regardé. Prochaine émission probablement jeudi. L'émission avec l'invité, le vrai déroulement, tout ça, Ouais, dans parce 2 que- semaines normalement. Voilà, j'espère. On croise les doigts. Et puis après, d'autres après, petites surprises qui vont arriver on au essaiera de fur et à faire venir mesure. du monde un peu à Ouais. chaque fois, Je pense au tambour, notamment. 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 On n'en dit pas plus. Merci de nous avoir regardés. Et puis, Merci passez à tous. une agréable après-midi. Merci à tous. D'être présent, voilà. À plus. Et À c'est plus, à ciao. plus. Salut.